Bonjour, avant tout, merci à Amewa TV pour cette interview, dont vous, particulièrement Monsieur Sall. Alors, qui est Bah Thierno Hamidou? Bah Thierno Hamidou est un jeune écrivain natif de la Guinée, Conakry. J'ai étudié tout mon cycle primaire, élémentaire, jusqu'au début du collège, avant de m'envoler pour la France. J'y resterai plus de 10 ans, où je ferai plus particulièrement des études portées sur l'économie. Puis ensuite, après l'obtention de mon Master 1, un retour ici au Sénégal, où réside principalement la famille. J'occupe actuellement un poste de responsable marketing dans une boîte, mais je dirais que le métier d'écrivain, la littérature, occupe pratiquement aujourd'hui plus de 50% de mon temps. Donc autant dire que je suis en pleine transition entre mon métier actuel et ma vie d'écrivain. Les ouvrages, alors oui, j'ai publié 4 ouvrages entre 2018, entre avril 2018 et aujourd'hui. Le dernier vient juste de paraître. Ça a été plutôt rapide, je dirais, mais certains de ces ouvrages ont été écrits bien avant 2018. Mais cette année-là a été le déclic pour moi, si on veut, pour me lancer dans la phase éditoriale, avec ce premier ouvrage intitulé La mystérieuse disparition du talibé. Ensuite, ce fut La patte du mal, le livre pour lequel vous désirez porter cette interview. Ensuite, ça a été La dame de la cave, qui est la suite de La mystérieuse disparition du talibé. Et ensuite, Mila et la clé du coffre, qui est la suite de La patte du mal, donc je fais plutôt des opus. Alors, La patte du mal, oui, mon deuxième ouvrage. Un ouvrage assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il porte, à la base, il a été inspiré d'un fait d'actualité qui s'est déroulé à Conakry en 2017, où nous avons cette jeune femme qui a été interpellée car il paraîtrait qu'elle aurait tué pas mal de femmes qui s'approchaient d'elle dans le but de pouvoir procréer, dans le but d'avoir des enfants. Donc je dirais que cet ouvrage est né d'une indignation par rapport à cette situation que vivent de plus en plus les jeunes couples africains. Parce que paradoxalement, à ce que l'on croit, le problème de fertilité n'est pas un mal de l'Occident, mais plus d'ailleurs les chiffres le montrent, un mal plutôt qui tend à être plus fort en Afrique. Aujourd'hui, entre 30 et 40% des couples africains ont ce problème-là lié à la possibilité de procréer, d'avoir directement des enfants. La deuxième partie que je voulais traiter, qui est quasiment liée mais un peu sous-jacente, excusez-moi, c'est le recours à la médecine médico-religieuse. Donc nous avons ce jeune couple, Suleiman et Safietou, jeune couple guinéen, qui peine à avoir un enfant au bout de 2 ans et qui donc décide d'aller voir cette fameuse dame inspirée de la réalité pour pouvoir avoir des enfants. Et ensuite, ils vont découvrir que lorsque Safietou va tomber enceinte, qu'il y a plein de sacrifices qui ont été faits dans la vie des deux couples et qui vont entraîner une suite de tragédies ensuite dans leur existence. Comme je l'ai dit, cet ouvrage est traité en 2 dimensions. Nous avons la dimension réelle, qui est celle dans laquelle nous vivons, puis la dimension un peu invisible, qui est ce monde des djinns, que j'ai plutôt accentué dans l'ouvrage. Je ne dirais pas que c'est une nouveauté, il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent, peut-être que j'ai été un peu plus spécifique, parce que je trouvais que c'était un élément important dans ce livre, et surtout dans la démarche que faisaient Safietou et Suleiman, les personnages principaux, pour avoir des enfants, c'est-à-dire ce recours à ce mysticisme. Aujourd'hui, le monde des djinns, en Afrique, on a peur d'en parler, naturellement. Et ça a été ainsi depuis toujours. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui fascine à la fois, mais qui fait également peur, alors qu'on ne devrait pas. Pourquoi? Parce que le monde des djinns nous est clairement décrit, leur existence plutôt nous est clairement décrit dans le Coran, dans la religion. Et il y a pas mal d'ailleurs de religions, même avant l'islam, qui ont eu des hypothèses sur ce monde invisible qui a toujours fasciné
mais il n'y a que la religion, si on veut, musulmane, qui est venue avec une idée assez pointue de ce que pourrait être ce monde invisible. Le problème de fertilité, comme je l'ai dit, il devient de plus en plus un fléau en Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres sont assez outrageants. Quand on sait qu'entre 30 et 40% des couples africains peinent à avoir un enfant, on constate que c'est beaucoup. Mais pourquoi ce problème-là, il a encore du mal à apparaître au grand jour? Parce qu'en Afrique, il y a la polygamie naturellement, donc un homme qui est bien portant, qui a la possibilité très souvent d'avoir beaucoup de femmes. Et on a cette si on veut, population, on est plus d'1 milliard en Afrique, qui fait croire qu'il n'y a pas ce problème d'infertilité-là, alors que c'est bien le contraire. Il est beaucoup plus accentué en Afrique qu'en Occident. Alors, qu'est-ce qui explique cela? De façon très rapide, il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Il y a l'environnement, chez la femme, en fait, les problèmes qui expliquent l'infertilité chez la femme et chez l'homme sont un peu différents. Chez la femme, c'est dû à l'excision, j'en parle dans certains ouvrages, c'est dû à certaines maladies sexuellement transmissibles à bas âge. C'est dû aussi justement à ce recours à ces pratiques mystico-religieuses, c'est-à-dire à l'usage de produits, concoctions qui sont faits de façon non conventionnelle et qui vont détruire, si on veut, la réserve ovarienne de pas mal de femmes. Il y a des médecins qui le disent que lorsque ces personnes-là se présentent en hôpital, très souvent, c'est le premier problème qui explique cette infertilité-là, c'est justement la destruction de la réserve ovarienne qui va être due au fait que les trompes des femmes vont être bouchées pendant un certain nombre d'années. Chez l'homme, il a été démontré que l'alimentation était en grande partie responsable de cette infertilité-là, en fait de ce problème de stérilité, pardon, et puis les maladies également, sexuellement transmissibles, qui viennent s'ajouter à ce problème-là. Dans ces 30-40% par exemple de problèmes d'infertilité dans les couples africains, il faut savoir que dans 12% concernant l'homme, il est carrément défini qu'il est en phase d'azospermie, c'est l'expression, c'est-à-dire que d'absence totale de sperme, de spermatozoïdes dans le sperme. Donc c'est vraiment ça, plus parler également de, comment dirais-je, de l'impact psychologique qu'a subi le couple, que subissent les couples généralement, et qui les pousse à s'orienter vers cette pratique mystique ou religieuse. Le couple s'enfonça, main dans la demeure, en marchant tête baissée pour esquiver les parties boueuses et la mauvaise herbe au sol. La petite annexe où vivait la vieille était au fond de la cour. La porte était entr'ouverte et un rideau rouge cachait l'intérieur. Suleiman fit un léger raclement de gorge, puis il parla. Concon, Néné. La dame lui répondit immédiatement. Nam, mes enfants, Nate. Oui, mes enfants, entrez. Suleiman s'inclina et tendit la main pour laisser entrer sa femme la première. Une petite pièce modeste, infestée d'objets mystiques, de part et d'autre les accueillit. L'endroit était presque vide. La peinture était absente et seulement un matelas au sol et une bonne odeur de cendre emplissaient les lieux. La vieille était installée sur un tapis en plastique, spécialité des artisans locaux. Son matelas bleu recouvert à moitié d'un drap orange était au fond de la pièce et une fillette était allongée le dos tourné dessus. À peine entrée, elle invita tout de suite le couple à s'asseoir. De longues salutations s'ensuivirent ensuite, avant que Suleiman ne l'interpelle. « Mère, ce qui nous amène véritablement, c'est que Safietou se plaint constamment de douleurs au niveau du ventre. On souhaiterait qu'elle consulte le médecin de famille, si c'est possible. » La vieille dame serra la mine. Elle n'avait pas aimé les propos du jeune homme. Elle se leva, se dirigea vers le fond de la pièce et en revint avec une bouteille de mayonnaise vide. Elle tendit l'élément à Safietou et lui fournit des explications. « Mets le contenu sur ton ventre et frotte toujours en partant du haut vers le bas. Ce qui t'arrive est normal. C'est le même traitement pour toutes celles qui viennent me voir, pour que je les aide. Tu ne me fais pas totalement confiance, ma fille, rajouta-t-elle d'un air dessus. » Donc voilà, c'était une partie qui était une rencontre entre le couple Safietou, Suleiman et cette vieille dame. Donc
à une période assez avancée de la grossesse où nous avons cette dame qui refuse que Safietou aille consulter le médecin. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de lui prescrire des médicaments traditionnels et nous avons Safietou qui se sent mal, qui ne sent pas la vie dans son ventre, qui a des symptômes qui ne sont pas ceux d'une femme enceinte et qui désire aller consulter finalement un médecin conventionnel, un médecin normal. Et puis cette femme-là ne veut pas et on découvrira après ensuite qu'elle avait des raisons plutôt un peu d'ordre diabolique. Alors pour écrire La patte du mal, très sincèrement, ça m'a pris un mois. Les gens sont plutôt étonnés de ce que je dis ça, mais ça m'a vraiment pris un mois entre le moment où j'ai découvert ce fait d'actualité-là et le point final de l'écriture. Ça m'a pris un mois. Ensuite, bien évidemment, il faut un travail de réécriture derrière, de correction qui s'est avéré être un peu plus long que la première phase d'écriture. Mais ça arrive. Ça arrive, il y a des auteurs qui écrivent des ouvrages en une semaine, en 2 semaines, d'autres en 1 an, 2 ans. Je pense que le temps n'a pas vraiment dépend de l'auteur et de son imagination et du sujet qu'il traite. Je remercie vraiment les nombreux lecteurs qui me suivent, que ce soit ici au Sénégal ou en Guinée. Les ouvrages se vendent plutôt bien et je dois dire que cela me touche vraiment profondément quand je vois les retours positifs que j'ai. Et c'est assez encourageant quand on est un jeune auteur, quand on sait le nombre de personnes qui se font publier aujourd'hui, le nombre d'ouvrages qui apparaissent quasiment chaque mois. C'est très très gratifiant de voir qu'on est lu et c'est très très gratifiant de voir les retours positifs qu'ont les lecteurs. Alors je vous remercie, je remercie toutes ces personnes qui m'accompagnent, me suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans mon proche entourage. Merci beaucoup. En tout cas, comme je le dis souvent, vous êtes l'encre de ma plume. Alors merci beaucoup et continuez comme ça.